sur Radio Libertaire, évidemment, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. L'émission Arakai qui va vous causer aussi dans le poste de Eugène Grabichevski. Ski, quoi. Tu peux le prononcer, toi, Dominique? Gabrichevski. Ah, voilà. Ah oui, mais faut dire qu'elle est un peu polaque sur les bords. Bon, enfin, ukrainien-polaque, bref. Eh ben oui, c'est lui. Enfin, c'est à la Maison Rouge qu'on allait le voir, ce gland. Et Dominique a trouvé un texte, une lettre de cet homme qui est très intéressant. Vous allez écouter ça avec un certain comment dirais-je, hein. Oui, bon, beaucoup d'attention, quoi. Ouais, c'est une lettre qui a été écrite donc par Eugène Gabrichevski en 1946 et qui fait partie des archives de la Galerie Chèvre. On verra que la Galerie Chèvre, c'est une des premières galeries qu'il a exposées à Vence. Alors, il faut préciser donc que Eugène Gabrichevski a eu une vie un peu tourmentée parce qu'il est tombé malade et qu'il a été interné à partir de 1929. Là, c'est pour situer un petit peu à quel moment. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de ses jours en 1979. Oh là là, c'est 50 ans d'internement. Voilà. Ouais. Hardcore. Hein. Voilà, donc ça c'est une lettre, il y a des petites coupures, mais c'est une lettre de 1946 qui était affichée dans l'exposition, quoi. J'ai passé 17 années effroyables dans une prison où je me trouve encore. J'ai quitté la vie normale et productive depuis si longtemps qu'on peut me compter une âme morte, une personne enterrée, une sorte de ruine qui ne vit que de ses souvenirs et disparaît comme un crépuscule morose à jamais. J'ai écrit autant que possible des travaux scientifiques concernant les problèmes de l'hérédité. J'ai même trouvé une larve de miastor qui vivait seulement avec des cellules de graisse sans autres organes. C'était le comble de mon bonheur de l'avoir trouvé, car T.H. Morgan voulait jadis l'étudier. Puis je me suis occupée de peinture tout le temps, avec frénésie, voulant m'oublier dans ce travail pour ne rien voir, ni n'entendre d'un monde méchant et d'une intrigue immonde, épouvantable, atroce, exécrable, maligne, lâche, déshonorante, écrasante, burlesque, vile, implacable et anéantissante, qui consistait à réduire mon existence à une vie de détenu. Comme résultat de ce travail, je parvins à produire des dessins qui représentaient la mort, le chagrin, les émotions, la vie comique des âmes et des éléments de la terre, l'impossibilité du bonheur, les états bizarres de l'âme et du bon Dieu, qui s'est perdu lui-même dans la solution de toute chose. Certains dessins ont peut-être réussi, d'autres ne sont restés que des avortons d'idées plus ou moins vraies. Mais le vacarme infernal qui m'entoure projette sur le papier une image facilement lisible d'un élan vital presque mort. On dirait le mal en personne déchaîné, se jetant constamment comme les vagues d'une mer d'hiver contre un écueil inébranlable. Tant que cet état reste un colloque que d'autres n'entendent pas, tout irait encore à la rigueur, mais quand je pense et quand je sens déjà que cet état va se projeter sur le pélement de l'âme dans son travail scientifique et artistique, alors on comprend que la méchanceté a gagné dans ce monde et que ni le bon Dieu ni l'ennemi qui dirige une évolution de ce genre ne sont pas très intelligents. Mes mains sont comme de glace, mon cœur presque paralysé ne bat plus que très faiblement, et je crois qu'il bat pour vous en ce moment. À mesure que la vie s'éteindra, notre bonheur de jadis rayonnera pour moi plus que jamais. Votre Eugène. Voilà. Je rappelle que on vous en parlera peut-être plus longuement, mais c'est un scientifique qui était assez très brillant. Enfin bon, voilà, et qu'il a sombré brutalement et que on l'a maintenu en détention pendant 50 ans, et c'est pendant cette détention qu'il écrivait des lettres. On ne peut pas penser que ça soit une lettre de dingo, hein, comme on le dit communément. C'est une lettre très lucide. Ouais. D'abord, quand je dis dingo, que tous les gens qui ont des problèmes, des handicaps psychiatriques ne pensent pas que c'est un mot qui veut dévaloriser ou se moquer. Pas du tout. C'est au contraire un mot que j'emploie pour dédramatiser un peu tout ça, quoi. Voilà. Peut-être c'est pas perçu comme ça, mais en tout cas, je vous dis que moi, je le ressens comme ça. Bon, on va maintenant... Une petite musique du Café Bertrand. Il y avait un monde à part et je marchais alors dessus. Mais ma
ma patrie, celle du hasard, décidait qu'il ne fallait plus. Il y avait un monde à part et je traînais alors dessus. Apatride dans les hasards, je m'étais comme trompé de rue. Et j'ai bien dû leur en parler, exposer les cartes aux autres. Dire que le jeu était tronqué, que rien n'était de ma faute. Il fallait que je me taise, il fallait mieux. Il fallait que je me taise, alors je me tais. L'air était lourd comme une enclume, malsain comme une sainte-église. Mon mal bien plus hard qu'un retour viendrait lire. Quelle conventure. Et tous se sont mis à parler et ils disaient qu'il était bien. Mais ceux qui s'étaient déplacés ne se comptaient que sur une seule main. L'air était lourd comme une enclume au-dessus de ma stèle de roi. Un malaise qui faisait la une et je n'ai pas compris pourquoi. Il y avait un monde à part, juste plus haut, juste au-dessus. Il y avait un monde si rare et au beau milieu j'ai vécu. Il y avait un monde peut-être et je croyais compter dessus. Il y avait un monde à part, en tout cas je ne me rappelle plus. Il fallait que je me taise, il fallait mieux. Il fallait que je me taise, je me tue. Voilà, c'était un monde à part, interprété par Café Bertrand. C'est pas Noir Désir, hein, même si on a l'impression d'entendre les mêmes sonorités, les mêmes accords par moment. Parfois, oui. Bien, tout de suite, donc, on va passer sur Radio Libertaire, évidemment, faut pas que j'oublie, hein, la voix de la Fédération anarchiste, c'est la voix que vous entendez de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub, à l'émission Aracoc, consacrée aujourd'hui à Eugène Gabetchevski. Comme dit ma camarade beaucoup mieux que moi, c'est un artiste russe, un artiste qui a passé 50 ans de sa chienne de vie en prison, on peut dire ça, dans un asile, dans une maison de santé, quoi, pour être gentil, voilà. Et que Maison Rouge lui consacre une exposition assez importante, peut-être trop importante pour ma pomme, voilà. Il y a 200 combien d'œuvres? Il y a 230 œuvres. 230, c'est sûr que si je demandais à ma camarade... Ouais, en fait, c'est vrai que c'est la première monographie, je crois, qui lui est consacrée. Oui, tout à fait.
avec un très beau catalogue, mais trop cher pour nous, voilà. Avec ma camarade, on est descendu au métro Bastille, parce qu'on est des ouvriers, nous, on transport en commun et tout, on n'a pas une voiture de fonction. Voilà, on a été tranquillement marcher le long du bassin de l'Arsenal, là. On a fait un petit stage dans un petit rad. Très sympa d'ailleurs, on a pris 2 allongés, là, tranquille. J'ai pris une viennoiserie, moi, non? Ah non, même pas. Oh non, même pas. Hein, j'étais sérieux. Je préfère effacer ça de ma mémoire. Et puis parce qu'on était en avance évidemment, et quand ça a été l'heure, on est parti, on a déhoté, on s'est arraché de notre pause café et on s'est amené dans la Maison Rouge. Voilà. Il y a un énorme guichetier qui nous a refilé, au vu de nos cartes de presse, merci Radio Libertaire, des tickets d'entrée gratos, voilà, et on a pénétré dans ce monde de l'Eugène. Je l'appelle Eugène, parce que bon, le reste, c'est un peu imprononçable pour moi. Dans le monde de l'Eugène, avec 230 œuvres. Alors, souvent elles sont petites, très petites même. Un peu le même, elles sont très petites même, un peu le même, quoi, voilà. Que quand nous avons visité, si vous voulez, Turner à Aix, où il y avait énormément de petits formats, et les petits formats, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est plus difficile à regarder que les grands. C'est là, il faut vraiment se concentrer. Et Turner, à côté d'Eugène, là, était beaucoup plus simple, hein, voilà. Eugène, sur des tout petits formats, il en fout, mais alors... Ouais, c'est une peinture riche. Ouais, c'est très très riche. Et ce sont que des gouaches. L'immense majorité sont des gouaches. Et il y a quelques crayons et quelques fusains et quelques pastels gras ou mélangés, enfin bon, bref. Mais l'immense majorité des travaux exposés sont des gouaches, voilà. Probablement, comme le relevait ma camarade, pour des raisons de sécurité, parce que les gouaches, c'est moins toxique quand même que les huiles, ou quelque chose comme ça, on ne sait pas, en fait, on n'en sait rien du tout, hein, voilà. Donc, on a commencé ce parcours du combattant, pour moi en tout cas. J'ai décroché bien avant mes camarades, parce que, si vous voulez, non seulement il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup à voir sur des toutes petites surfaces. C'est un monde assez inquiétant quand même, c'est pas vraiment joyeux. Alors, de mon point de vue, hein, Dominique Piquet-Esther vous dira son ressenti qui est différent du mien, bien sûr. Et j'étais... alors je me suis accroché quand même un peu, hein, mais au bout de 50, 60, même moins que ça, hein, disons, au bout d'une trentaine de formats, sur 230, j'ai commencé à flotter un peu. Voilà, mais enfin quand même, j'ai fait le reste du parcours un peu vite. J'en ai retenu une impression, mais vraiment de malaise assez profond d'ailleurs, parce que bon, je vous dis, c'est un monde noir, sombre, avec des tourmentés, voilà. Il y a les couleurs, bon, il y a les couleurs vives aussi, mais les sujets sont, il y a il y a quelques gouaches sur le monde industriel, voyez-vous, avec qui sont contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, très colorés, avec des personnages qui évoluent là-dedans, qui sont un peu inquiétants, de mon point de vue, toujours. Hein. Voilà, et même là, quand il y a de la couleur, ça ne porte pas un optimisme débridé, voyez-vous. On pourrait dire que c'est ça la marque un petit peu de l'enfermement, quoi, parce que bon, c'est pas, si vous voulez, quelqu'un comme Van Gogh, par exemple, qui était aussi pas très bien dans sa tête, lui par contre, ça c'est à peu près sûr, vu la manière dont il a fini, mais dans ses toiles, même les plus tourmentées, je parle pas des mangeurs de pommes de terre, hein, mais dans ce qu'il a fait en Provence, par exemple, on a une sensation de joie, de bonheur, etc., quoi, dans ces choses, malgré tout. Voilà. Tandis que chez Eugène, c'est vraiment quelqu'un qui est dans une espèce de monde. D'ailleurs, il l'explique très bien dans sa lettre. Voilà.
et il essaye de se dépatouiller de ça. C'est comme si quelqu'un nage dans une espèce de vase, encore une fois, ou d'un étang bourbeux, en tout cas, et qu'il essaye, ou de sable mouvant, et qu'il essaye de se maintenir à la surface, de pas se faire engloutir, de se faire aspirer par ce fond mouvant, qui était sa vie, en fait, dans cet asile psychiatrique. Faut dire, il était juif aussi, et alors, j'ai pas très bien compris comment il est échappé, si vous voulez, aux nazis, parce qu'il est resté en Allemagne, en fin de compte. Ouais, apparemment, il a été hébergé à ce moment-là par des amis. Sinon, effectivement. Non, mais des amis qui n'étaient pas juifs, probablement. Ouais. Et puis qui l'ont préservé, parce qu'on sait très bien qu'en 1945, tous ceux qui étaient dans des maisons psychiatriques ont été liquidés. Oui, bien sûr. Voilà, parce que pour le régime nazi, c'était des tarés, qu'il fallait garder une race pure, et pas pour plus, vous connaissez le refrain. Voilà. Lui, il s'en est sorti, tant mieux. Enfin, évidemment qu'on est heureux qu'il s'en soit sorti, ou un en tout cas. Mais il a, à mon avis, ça a aussi eu une incidence sur son travail, je suppose, parce que il y a quand même ces foules en rang, ces choses, tu vois, avec des arrière-fonds de feu, de flammes, de fumée, de nuages sombres, qui peuvent faire penser justement aux chambres à gaz, qui peuvent faire penser aux fours des camps de concentration, probablement qu'il a été... Parce que c'est des choses qu'il a pas forcément pendant la guerre, mais après aussi, je pense. Ouais, alors il y a je sais plus qui j'écoutais, qui disait qu'il en avait un peu l'intuition aussi. Voilà. Tu vois, que finalement ça se passait pas très loin d'où il était, et que, il y avait cette perception, peut-être, cette sensibilité. Oui, ce qui est tout à fait possible quand on a affaire à des gens, des artistes de ce tempérament. Il y a probablement une perméabilité avec les événements, même quand on n'est pas le témoin direct. Ouais, c'est diffus, c'est dans l'air, c'est dans le temps, quoi. Et ça ils le ressentent en tout cas. Voilà, et c'est ce qu'on peut penser en regardant une part de son œuvre, qu'elle est influencée par le génocide de ces millions d'Européens de confession juive. Voilà, c'est certainement qu'il y a dans son travail. Alors, inévitablement, on pense à Chagall, qui a, lui, traduit ça par des choses, même si aussi on voit des shtetl en flammes, etc., etc. En tout cas, ou qui est chez Chagall, dans le fond de ses grandes tartines, aussi des rassemblements humains qui se pressent comme ça, etc., etc. On pourrait penser aussi qu'il évoque, d'une certaine manière, dans certaines de ses peintures, qu'il évoque ce moment tragique de l'histoire humaine. Mais chez Chagall, on n'est pas oppressé par son travail. Là, enfin, moi je l'ai ressenti comme ça, encore une fois, je suis peut-être une chachette, mais ça m'a oppressé, voilà. Ouais. Alors, en fait, c'est un univers aussi qui peut paraître fantastique, théâtral, mais très très riche, et c'est peut-être ça qui est perturbant, c'est qu'on ne sait plus trop où se situer, quoi. Et quand on en voit énormément, effectivement, on finit par être un peu perdu là-dedans, quoi. Oui, perdu, et c'est peut-être le but d'être perdu là-dedans. Si en étant perdu là-dedans et on peut pas s'en sortir, hein. Il y a rien qui permet de s'en extraire, quoi, vous voyez, sauf de sortir du musée, voilà. Et encore, ça vous reste dans la tête, ça s'agrippe, hein, il faut le dire, parce que c'est encore une fois, c'est un catalogue vous restituera pas ces émotions, hein, parce que bon, il faut être devant, voir ces feuilles de papier, parce qu'on voit, si vous voulez, c'est des papiers très pauvres, hein, c'est pas les 300 grammes pur chiffon, etc. Hein, ça a l'air d'être des pages de petits carnets de croquis. Ouais, c'est ça, il bossait avec forcément des matériaux de récup, hein, donc il pouvait y avoir des papiers calques, des papiers de radio, des papiers glacés de magazine, des feuilles perforées, enfin tout ce qu'il pouvait récupérer, je pense, autour de lui, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, quand on voit ça, parce qu'on le voit presque à le toucher, on n'a pas le droit de toucher, puis c'est souvent sous verre, mais on le touche avec les yeux en tout cas. Et ça amène, si vous voulez, aussi une dimension différente, voilà, parce que on sent que c'est pas l'artiste
libre. Tout ça, ça donne des indications sur le lieu, sur le milieu dans lequel il a travaillé, un peu comme c'était aussi le cas de cet autre artiste de Maison Rouge. Là. Louis Souter. Louis Souter, pareil, qui travaillait sur les mêmes matériaux, en fin de compte, voilà. Sauf que alors on a eu une discussion à ce propos avec ma camarade, je disais que Louis Souter non plus n'était pas un artiste brut, et encore moins brut peut-être que Eugène, parce que lui, Souter, il avait été professeur de dessin, etc., donc il savait dessiner. Alors que Eugène, lui, non, on sent qu'il n'y a pas... Si, je crois qu'il a pris je vais raconter un peu sa bio, mais c'était une famille quand même bourgeoise, et la maman, les enfants avaient des professeurs particuliers sur plein de matières différentes. D'accord, oui, mais enfin, il n'a pas enseigné, en tout cas, l'art. Voilà, comme l'avait fait Souter. Non, mais Souter, on voit vraiment dans ses dessins, il a fait beaucoup de dessins au crayon, etc., même sur des supports invraisemblables, mais c'est quand même, on sent que le mec, il sait dessiner, et qu'il a un savoir académique quand même certain. Voilà, que ça se ressent pas trop dans le travail d'Eugène. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti. J'ai senti vraiment. Là, par contre, quand Dubuffet dit c'est pas un artiste brut, peut-être, mais dans le travail, en tout cas dans ce qu'on voit dans les images, pour moi, c'est de l'art brut. Ça, il y a aucun doute, parce que il a quand même des obsessions aussi. Il faut voir ces personnages avec à la place des yeux des trous noirs, etc. Ça ressemble souvent à des têtes de mort, ou même si c'en est pas, c'est pas très loin. Les quelques portraits qu'il a fait en couleur, qui sont là par contre assez joyeux, j'ai trouvé, sauf que il y a des yeux qui sont complètement en dehors de leur place, de la place qu'on leur donne d'une manière ordinaire, quoi. Là, c'est des yeux qui sont tout à fait décentrés, complètement à l'extérieur du visage, des visages tout ronds, un peu comme des sphères, voilà, comme des ballons. Mais là, il y a de la couleur. C'est déjà, on pourrait penser à des peintures d'enfants même dans ces visages, en tout cas. Ouais, alors apparemment, il travaillait quand même aussi au doigt. Il travaillait au pinceau et au doigt. Et il y a une femme qui expliquait qu'il mettait ses couches de peinture en bas, qu'après avec le doigt il faisait des bandes et il éparpillait la peinture. Il avait des formes qu'il pouvait aussi travailler par pliage, faire du tachisme. Enfin, il y avait plusieurs procédés. Ouais, comme cette méthode là où on plie une tache pour en faire pour en faire une image. Ouais, il grattait, il frottait aussi. Enfin, il y avait quand même pas mal de procédés, ou avec des éponges ou des chiffons, quoi. Oui, il avait à sa disposition, ou c'est peut-être lui qui les avait inventés, des techniques assez originales qui font vraiment... Là, alors, c'est un mélange, parce que je viens de vous dire que sa peinture évoquait vraiment les manières de l'art brut, mais par contre, à l'intérieur de son œuvre, il y a aussi des peintures, des œuvres, des dessins qui font très 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 professionnels, très léchés, très léchés, mais très professionnels en même temps. On sent qu'un artiste brut n'aurait pas pu faire un travail comme ça. Mais c'est comme des toutes petites séquences à l'intérieur de cette grande exposition, là où la majorité des œuvres, je le répète, sont des œuvres qui s'apparentent vraiment, de mon point de vue en tout cas, à l'art brut, sauf effectivement, il y a de temps en temps, comme ça, ploup, 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 on est devant une œuvre qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer être l'art brut. Voilà, et même Dubuffet, dans ses délires d'art brutaux, parce que c'est fortement inspiré, lui, par contre, Dubuffet, de ces artistes qui lui ont donné l'idée du concept d'art brut. Même lui, même quand il se faisait des exercices de technique surprenants, il n'arrivait pas, je crois, à ce niveau de quelques œuvres de Eugène, voilà, qui sont vraiment étonnantes du point de vue de la technique. Ouais. Alors l'exposition, en fait, elle est plutôt thématique. Il y a une première salle, c'est quand même des paysages. Enfin, moi, c'est une partie que j'ai pas tellement aimée. Et après, on est plutôt dans la ville. Et je trouvais que ces villes étaient intéressantes. Justement, la ville avec les foules, il fait plein de petits personnages qui sont informes, mais qui sont vraiment en quantité incroyable, qui peuvent suivre des courbes. Et toutes ces peintures-là, moi, je trouve qu'elles avaient quelque chose, quoi. Et c'est un peu ce qu'il dit. Il y a une litanie là dans son texte où il parle de grotesque, de tous ces mots de vocabulaire là qui
qui étouffe en fin de compte, parce qu'il vous enferme là-dedans, et il l'évoque aussi dans son travail de peintre. Voilà, et au lieu d'employer des mots, il emploie des formes, il emploie des compositions qui vous enferment aussi. Il vous amène dans son monde, il vous y enferme. Quand vous plongez, si vous voulez, dans cette exposition-là. Et croyez-moi, sur 230 formats, vous avez le temps d'être complètement ligoté, hein, sauf Mathieu Monroe, qui est sorti de là-dedans tout à fait alerte. Non, j'ai trouvé que c'était un peu long, parce qu'effectivement, on ne peut pas rester concentré sur tout. Et la dernière partie, c'est plus une partie bestiaire. Et, parce que ça, c'est sa formation de scientifique qui ressort, effectivement. Donc là, il y a des animaux plus ou moins réalistes, en fait. D'ailleurs, tu en as choisi un pour notre chose sur le blog, là, moi que j'aime beaucoup, par contre. Ouais, c'est un petit faune. Enfin, il n'a pas de titre. Hein. Les 3/4 de ses œuvres, en fait, n'ont pas de titre. Qui fait un peu penser à Chessac, qui peut faire penser aussi à Chagall. Oui, il y a des choses de Chagall qui ressemblent à ça aussi. Voilà. Il a eu, enfin, si toute son œuvre avait été dans cette veine de ce petit faune là, je pense que j'aurais beaucoup plus adhéré, j'aurais eu moins mal à la tête. Mais bon, malheureusement ou heureusement, enfin, il y a des gens qui adorent ce genre d'expression artistique. Pour ma part, ça me perturbe vraiment très très vite. Voilà. Le seul artiste dit brut, en tout cas, que je supporte vraiment, je peux passer des heures avec, c'est Gaston Chessac, encore une fois, qui pourtant n'est pas il n'a pas une œuvre très simple, parce que malgré qu'elle semble simple, il y a des choses dedans qui vous happent vers des mondes qui sont pas simples du tout. Mais bon, tandis que là, chez ce Russe, et peut-être aussi que c'est sa culture russe qui est en cause, hein, parce qu'on connaît les Russes, en tout cas pour l'écriture, ils sont assez prolifiques, ils vous emmènent, ils vous embarquent dans des trucs invraisemblables, et en musique aussi d'ailleurs. Mais là, en peinture, en tout cas, Eugène, Gabritchevski. Ah, je l'ai dit, Gabritchevski. Eugène Gabritchevski, alors vous allez entendre sur tous les tons de la gamme harmonique. Ça se dit pour la gamme harmonique, ça fait rien. Moi, j'aime bien l'expression. J'ai l'impression d'être intelligent. Voilà. Eugène, il accompagne bien, si vous voulez, enfin, spirituellement en tout cas, l'idée qu'on se fait de l'âme russe. Ouais. Pas mal. Hein. Ouais. Et il dit quelque chose d'intéressant quand même entre son métier justement de scientifique et son côté artiste. Il parle il y a un point commun en fait, c'est l'imprévu qui permet en fait de faire des découvertes, de faire sortir quelque chose. Que c'est quelque chose qu'on retrouve tant dans la recherche scientifique que dans la recherche artistique. Tout à fait. Et d'ailleurs, Dubuffet était un chantre de l'imprévu. Dans ses écrits, en tout cas, il explique que si vous êtes en panne sèche, moi j'ai expérimenté, pas toujours avec succès, mais bon, quand en tout cas je suis au bout de tout, je me rappelle de Dubuffet expliquant ça, que si vous êtes en panne sèche de création, bah, peu importe, vous bricolez, quoi, vous collez des trucs, faites des taches de couleur, etc. Et puis d'un seul coup, pof, ça va se ramener. Voilà. Et bah, c'est ce que faisait apparemment Eugène, qu'a fait Eugène pendant 50 ans d'enfermement.
c'était Danse infernale de Stravinsky dans l'Oiseau de feu. Et vous écoutez Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Une voix qui est sans Dieu, sans maître et sans publicité, n'en déplaise. L'émission Aracaille, qui cause aujourd'hui de Eugène Gabrichevski, voilà, j'arrive à le dire maintenant. Et donc Piquet-Cou va vous évoquer en quelque sorte une biographie aussi brève que riche. non, qu'elle a concocté en tout cas pour vous. Voilà. Ouais, bon, on a déjà un petit peu dessiné les gros traits de sa bio. Hein. Donc après, c'est des précisions pour les gens plus pointilleux. Donc il est né en 1893 à Moscou, hein, dans une famille bourgeoise. Alors son père était scientifique aussi, il est épidémiologue. Et elle, sa maman, s'occupe de la famille nombreuse. Je crois qu'ils étaient 5 ou 6. Alors son papa décède quand il a 14 ans, donc quand il est relativement jeune. Et les enfants donc grandissent dans un milieu cultivé. Ils ont pas mal de professeurs particuliers en musique, en danse, en peinture, en droit, en philo. Et ils sont polyglottes. Et lui, Eugène, il peint et dessine très tôt, dès l'enfance. À 20 ans, il entre à l'université de Moscou pour étudier la biologie. Et là, il travaille donc sur l'hérédité et l'entomologie. Il voyage, très jeune, je crois qu'il a 14 ans. Il commence à voyager avec sa famille en France. Il va aller en Angleterre et puis il va regagner la Russie en passant par la Suède et la Norvège. Alors, il traverse sans encombre en 1917 la Révolution d'Octobre. Il n'y a pas trop de précisions sur ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa vie. À 35 ans, il quitte la Russie pour travailler aux États-Unis à l'université de Columbia. Ensuite, il retourne sur Paris travailler à l'Institut Pasteur, puis il part en Allemagne, à Munich. Et c'est là que son état de santé commence à se dégrader. Je crois que c'est à partir de 1929. Il est obligé d'interrompre régulièrement ses travaux jusqu'à être interné à Aar, donc en Allemagne. Là, il a 38 ans et effectivement, il restera enfermé jusqu'en 1979, donc jusqu'à sa mort, c'est-à-dire 50 ans d'enfermement. Et c'est à Aar que là, il se consacre intensément forcément à la création et également à l'écriture. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on disait tout à l'heure, il a pu être hébergé par des amis, ce qui lui a permis d'être sauvé. Et par rapport à sa carrière artistique, c'est son médecin qui va informer Dubuffet en 1948 de l'existence d'Eugène. Donc la réponse Dubuffet va répondre dans un premier temps en disant que c'est pas un artiste brut, mais finalement il lui achète des œuvres et c'est Georges, qui est un frère d'Eugène qui est très proche de lui, qui va entretenir une correspondance avec Dubuffet. Donc Dubuffet achète d'abord 4 œuvres en 1950. Puis ensuite, il en achètera 71 pour sa compagnie de l'art brut en 1960. Il est averti par la suite donc son ami qui est Alphonse Chave, qui est galeriste Avance. Et là, c'est dans cette galerie qu'aussitôt il sera exposé. Et c'est là que régulièrement il y aura l'essentiel de sa production. Et que la galerie Chèvre donc cédera peu après autour d'environ 600 dessins à la galerie Daniel Cordier, qui lui a défendu l'œuvre pendant plusieurs années et qui a fini par faire un don important en 89 au Musée national d'art moderne. Voilà, aujourd'hui, cet ensemble est en dépôt aux abattoirs de Toulouse. Alors, les abattoirs de Toulouse, c'est le musée d'art moderne de Toulouse. Et la galerie Chèvre continue régulièrement d'exposer son travail. Et lui, Eugène, il meurt, donc, ce qu'on disait, en 1979, il a 85 ans. Ouais, voilà. C'est... Bon, oui, on en a parlé, qui travaillait sur différents supports. Ouais, ça c'est ce que j'ai raconté un petit peu tout à l'heure, la première partie là, du texte. Oui, non, mais t'avais pas mis papier radiographique. Si, j'ai dit. Page glacée d'un magazine, feuille perforée, note administrative. Oui. Non, tu l'as pas dit. Si, tu l'as dit. Moi, je dormais. Alors l'exposition qu'on a vue, elle va continuer de voyager. Donc, elle est prévue pour le musée d'art brut à Lausanne à l'automne 2016 et puis après à New York au printemps 2017. Ouais. Bon, écoutez, voilà, on a fait ce qu'on a pu pour donner l'envie d'aller voir cette expo. C'est coûte 8 €, je crois. Ouais, 8 l'entrée. €. Ouais. Oui, c'est coûteux, mais moins coûteux que d'autres lieux étatiques. Voilà, c'est curieux que les privés soient moins chers dans certains cas
que l'État, quoi, notre État s'intéresse beaucoup à l'éducation artistique des masses populaires, n'est-ce pas? Alors là, j'évoquais la collection Daniel Cordier. On peut rappeler vite fait qui est Daniel Cordier. Oui, bien sûr. Parce que c'était le secrétaire de Jean Moulin pendant les années de résistance, en fait. Et on avait vu un petit téléfilm qui servait de doc et qui montrait comment Jean Moulin avait initié Daniel Cordier à l'art. Au départ, il connaissait rien du tout et il a commencé à lui montrer des toiles un peu cubistes, des toiles de Picasso. Et c'est là que ses sens ont été un peu affinés, quoi. Voilà. Et il a fini galériste et collectionneur et galériste. Et collectionneur et galériste, ça va souvent ensemble, pas toujours, mais souvent ensemble. Il y a souvent des... Là, il y a un galériste, j'ai vu ça récemment sur... J'avais acheté un bouquin, d'ailleurs on en parlera ici, qui s'appelle justement Galériste, qui est écrit par une chercheuse, une historienne, qui a rencontré 11 galéristes et qui les a fait causer de leur métier. C'est intéressant, c'est un peu... Bon, c'est comme tous les gens, les scientifiques de l'écriture, les historiens, comme il y a beaucoup de références, beaucoup de rejets en bas de page, etc., etc. Mais enfin, c'est très intéressant, on découvre un milieu, voilà, comme Daniel Cordier l'a découvert, dans ce milieu, justement, c'est pour ça que je parlais de collectionneurs et galéristes. Il y a un galériste qui s'appelle Jean Broglie, je crois, qui était représentant de commerce et qui était aussi un très important collectionneur, c'est-à-dire que avec l'argent généré par ses revenus représentant de commerce, il achetait de l'art. J'ai connu un mec comme ça aussi, un copain, quoi. Voilà, lui, mais qui fait dans l'estampe. Et donc, à 60 ans, il est à la retraite, ce Jean Broglie. Et qu'est-ce qu'il fait, je vous le demande, Émile? Eh ben, il s'achète une galerie. Et il fait le galériste. Et voilà, il faut le faire, hein, quand même. Mais il avait, disons, appris le métier en étant collectionneur, parce que il avait affaire, évidemment, à des galéristes qui lui indiquaient des œuvres qui pourraient l'intéresser, etc., etc. Il a vu comment fonctionnait le milieu, qui est un milieu très, très particulier. Il faut le dire, en tout cas à travers ces 11 galéristes, dont un, le dernier présenté dans ce bouquin, est assez puant d'ailleurs, et c'est un des plus importants de France, voilà, sinon le plus important, qui est pote avec Pinault, qui considère que c'est quelqu'un de très gentil, pote aussi avec comment dirais-je, Ayagon, voyez-vous, on les retrouve, et qui fait exposer ses poulains à Versailles, voyez-vous. Bon, mais c'était bien que ce galériste soit répertorié dans ce petit Vadmecum. D'ailleurs, elle a écrit 2 autres bouquins, un autre qui s'appelle Artiste et un autre qui s'appelle Collectionneur. Et ma camarade a commandé Artiste, elle a négocié, c'est une négociatrice, mais comment qu'elle fait pour négocier? Comment qu'elle a négocié? Parce que normalement, ils coûtent ces trucs-là plus de 20 € aux éditions... c'est chez Actes Sud. Actes Sud. Et une collection un peu de luxe, un petit peu. De luxe, ouais. 22 €, 28 €. Elle a réussi sur le net à négocier à 10 €. Et puis elle va essayer de négocier le dernier aussi à 10 €. Bon, c'est bien, c'est efficace quand elle s'y met, je dois dire, ça me laisse moi sur les fesses. Hein. Alors, heureusement que j'ai les fesses rebondies, parce que autrement j'aurai des bleus aux fesses. Hein. Et voilà, donc je recommande, sans avoir lu évidemment Artiste et Collectionneur, mais déjà galériste, je recommande à mes petits camarades qui font dans l'art, même ceux qui ne le font pas d'ailleurs, mais que ça intéresse. En tout cas, je pense qu'on a des auditeurs qui sont intéressés par l'art, sinon ils n'écouteraient pas. Ou peut-être pour nos coups de gueule du début d'émission. Voilà, c'est intéressant de lire ces bouquins parce que ça vous fait pénétrer dans un monde assez impénétrable habituellement, voyez-vous. Ouais, hein, on peut préciser, donc cette femme, elle s'appelle Anne Martin-Fugier. Anne Martin-Fugier, oui, c'est une historienne et c'est avec son mari, collectionneuse d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a connu ce monde, elle a côtoyé ces galéristes en étant elle-même collectionneuse avec son mari, elle a acheté des œuvres, faut pas croire, si vous voulez, c'est important parce que voilà, il y a quelques galéristes qui vous disent bien que bon, une œuvre, il y a des jeunes artistes, parce que les vieux, quoi qu'il y a des vieux aussi, mais bon, des jeunes artistes qui vendent pas cher. On avait à la galerie Paul Adardouin, par exemple, vous avez parlé d'un jeune artiste là, comment il s'appelle déjà?
Timothy Archer. Timothy Archer. Eh ben oui, il y avait des œuvres à 1 000 euros, un peu moins même, ou un peu plus, voilà. Donc, puis c'est possible de négocier avec un galériste un paiement échelonné, voyez-vous. Donc, à 50 euros par mois, vous pouvez acheter quelque chose qui coûte 1 000 euros. Vous divisez 1 000 par 50, vous savez pour combien de mois vous aurez à payer 50 euros. On a vu récemment une galériste dont une des assistantes, justement, une jeune assistante d'une vingtaine d'années, avait acheté un tableau dans cette galerie qui lui a payé 50 euros par mois, voilà, qui lui retenait sur sa paye en même temps. Bon. Non. C'est pour dire que le milieu de l'art, si vous voulez, d'une manière générale, sauf pour les gens très riches qui sont des habitués, si vous voulez, qui viennent avec... Alors oui, si vous voulez, les gens qui achètent de l'art, c'est très curieux d'ailleurs, les collectionneurs, en général, ils font leur marché le samedi après-midi. Hein, voilà. Le samedi après-midi, c'est comme ça. Et alors, il faut dire que c'est quand même assez étonnant. Il y a un galériste qui raconte, il s'est acheté une galerie à 100 mètres de l'ancienne. Eh ben, les collectionneurs qui venaient lui acheter dans sa galerie avant, ils n'allaient pas dans la galerie qui était à 100 mètres parce qu'il fallait faire 100 mètres de plus. C'était pas dans leur parcours. Ouais, non, ils sont pas très fidèles. Hein. Non, si, ils sont fidèles, mais ils sont un petit peu, vous voyez, c'est des gens qui ont des habitudes, voilà, et ben, moi, je sais aussi que, il y a aucun Parisien qui viendra, ou très peu de Parisiens se déplacent de Paris pour aller en banlieue acheter des œuvres dans les portes ouvertes d'ateliers d'artistes. C'est les gens du coin qui se déplacent, voilà. Mais les Parisiens, ils bougent pas. Alors les collectionneurs, c'est les Parisiens, en général, ils sont encore pires que les Parisiens tout seulement Parisiens. Alors, j'ai tout compris, bon, c'est bien. Le ciel est par-dessus le toit, cible si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Le ciel est par-dessus le toit, cible si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. Voilà, c'était un poème de Verlaine, Le monde, le ciel est par-dessus le toit, et c'est interprété par Marc Robin. Et vous êtes toujours, quelle chance quand même, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. L'émission Araka qui était consacrée à Eugène Gabrievski. Voilà, un peintre russe, d'origine russe en tout cas, qui a fini ses jours, qui a passé 50 ans de sa vie dans un asile psychiatrique en Allemagne. C'est bien en Allemagne ou en Suisse? En Allemagne, voilà, c'est ça. Qui a échappé à la Shoah, on se demande comment, mais enfin tant mieux pour lui. Et voilà, qui a laissé une œuvre assez considérable, dont une bonne partie est exposée aujourd'hui, en tout cas,
à Maison Rouge, en face du bassin de l'Arsenal. Voilà, aujourd'hui et jusqu'au 18 septembre 2016. Voilà. Oui, jusqu'au voilà. Et puis il y a aussi le sculpteur Jean Fréhour, un sculpteur breton, exposé jusqu'au 11 septembre au Croisic. Alors je vous le recommande parce que c'est un travail, je vous rassure tout de suite, très classique pour ceux qui pourraient se méfier de mes goûts. Une belle sculpture. Mais ce qui est intéressant dans le travail de ce sculpteur breton, c'est qu'il a utilisé plein de matériaux différents, l'onyx, le marbre, le granit, le calcaire, bref, le bois, etc., etc. Et du nu principalement, des belles femmes. Moi, j'ai été très sensible à une sculpture en onyx où il y a un corps féminin accroupi avec comment dirais-je, des fesses magnifiques, et ça m'a beaucoup. Moi, j'aime bien. Vous voyez, il y a des poses qui sont un petit peu comme ça, un peu banales et tout, mais quand c'est des poses qui sont comme ça, un peu travaillées du point de vue, du point de vue de la forme, etc. Parce que on se souvient que Rodin torturait ses modèles pour arriver si vous voulez, à avoir des poses très expressive, parce que c'était un expressionniste de la sculpture, Rodin, faut pas oublier. Et il y en a même un que j'aime pas beaucoup qui s'appelle Petit, aujourd'hui un sculpteur qui sévit un peu partout. Et lui, il torture pas ses modèles, parce que bon, des modèles comme il en fait, ça n'existe pas, parce que c'est quasiment des squelettes. Mais quand il travaille, il travaille le plâtre. Parce qu'il trouve que la taille la ronde bosse, c'est fastidieux. Donc il travaille le plâtre. Et alors, on le voit dans une vidéo où il casse, si vous voulez, des bras ou des jambes pour les tordre, pour les mettre dans une position invraisemblable, etc. Voilà. Il a raison de faire ça, parce qu'évidemment, ça donne plus de caractère à sa sculpture, quoi. Voilà, c'est-à-dire une sculpture, il faut lui donner, si vous voulez, l'intérêt d'une sculpture, c'est dans la pose, dans la forme, voilà. Et il faut pas se contenter de poses molles ou de formes tranquilles, mais c'est vrai que quand elles sont un petit peu comme ça, forcées, déchirées, on est plus attiré, quoi. Ça, non? Esthétiquement aussi. Ouais. Alors Jean Fréhour, donc c'est au Croisic, c'est jusqu'au 11 septembre, et c'est sur l'ancienne criée du Croisic. Oui, c'est un sculpteur, jamais content de lui, c'est sa veuve qui le dit, qu'on voit dans une petite vidéo aussi. Il était à la recherche de la perfection, mais vous savez bien que la perfection n'est pas de ce monde, quoi. Enfin bon, Jean Fréhour, quoi, quand même. Et toi, tu disais que physiquement, il te faisait penser à René Coutel, justement. Oui, un peu. René Coutel, dont on vous a parlé ici, et dont un sculpteur qui est tout à côté de la radio, là, dans le plus ancien atelier de sculpture funéraire en face du Père-Lachaise. Vous voyez, c'est un atelier qui date du 19e, peut-être même du 18e, je ne sais plus. Enfin, c'est tout petit, hein. Et ce sculpteur est un élève, justement, du sculpteur dont vient de vous parler. De René Coutel. René Coutel, voilà. Ouais, c'est pour ça peut-être que ce sculpteur du Croisic, Jean Fréhour, jamais content de lui, si vous voulez, que son talent n'est pas arrivé jusqu'à Paris, enfin nos oreilles. Mais là, on en parle parce que ça nous est arrivé aux oreilles. Donc on peut aussi continuer, si on habite plutôt au sud de la France ou si on s'y promène, d'aller voir le travail d'Eugène Gabrichevski, donc à la Galerie Chèvre jusqu'en décembre 2016. Il y a pas mal d'œuvres qui sont montrées. Donc, Avance. Oui, mais il faut pouvoir aller au soleil. C'est pas permis à tout le monde. Et puis il y a un bouquin aussi de Laurent Lerner. Voilà, alors Laurent Lerner, on l'avait reçu ici il y a déjà pas mal de temps maintenant, qui avait changé de vie professionnelle pour se lancer aux éditions Delirium dans la réimpression d'ouvrages plutôt britanniques, je crois, d'anciennes BD. Et là, donc apparemment, ça marche du tonnerre. Et là, il nous annonce que le 22 août, donc c'était hier, c'est la parution donc d'un livre qui s'appelle Judge Dredd, Les liens du sang. Donc c'est un recueil d'histoires inédites. Et ça, c'est tiré du magazine britannique Cult et Punk de science-fiction qui s'appelle 2000 AD.
Donc c'est entre science-fiction et série noire. Je pense que les aficionados doivent avoir tout de suite à quoi ça correspond. Ah mais Judge Dredd, il y a eu un film avec cet acteur américain complètement baraqué là. Tu sais, c'est pas Schwarzenegger, c'est l'autre là, l'italien. Ah si, bref. Bon, Judge Dredd, c'est un film aussi. C'est des films ou un film en tout cas, ou une série, je sais plus. Voilà, donc les bouquins de Laurent, effectivement, des éditions Delirium. Il y avait celui sur la Première Guerre mondiale, là, les aventures de Charlie Burns. Ouais. Je crois que c'est terminé. Le dernier album était sorti il y a quelques mois. Ouais. Et ça, faut regarder un peu tout ce qu'il produit, parce que c'est vraiment, il y avait plein de bouquins un petit peu fantastiques aussi sur Creep and Eerie. Ouais, tout à fait, oui. Non, Laurent, puis c'est un éditeur vraiment sympa. Enfin, bon, si vous avez des choses que vous croyez pouvoir éditer, allez pas chez lui, parce que lui, comme le dit Piquet-Cou, il réimprime, il réédite des choses qui sont déjà parues en Grande-Bretagne, ou voilà. Donc, c'est pas un éditeur de livres originaux. Voilà, il prend pas de manuscrits, des choses comme ça, mais il fait un très très bon travail pour la bande dessinée d'une manière générale, et la bande dessinée britannique en particulier. Merci Laurent, on te fait un gros coucou à toi et à Christelle. Hein. On vous voit pas souvent, mais bon, on pense souvent à vous par contre. Hein, voilà. Et puis, on va passer au culturel de la semaine. Alors là, Piquet-Cou, elle a fait fort. Hein. Elle a trouvé des films, je vous dis pas. Si vous avez un petit peu le spleen, là, vous vous suicidez, hein, carrément. Hein. Non, ouais, mais... des très beaux films quand même. Enfin, moi, celui que j'ai dégoté, c'est un film qui s'appelle Hector. C'est un film de Jack Gavin. Et ce qui m'a attiré dans ce film, c'est que c'est Peter Mullan qui porte le film sur ses épaules, qui joue le rôle d'un SDF en Écosse, qui, au moment de Noël, donc ils sont trois à vivre ensemble dans la rue, là, et ils ont des habitudes. À Noël, ils vont à Londres dans un foyer, un centre d'hébergement pour passer les fêtes de Noël là-bas. Merry Christmas. Voilà, et donc là, il a l'impression que ça va être peut-être son dernier voyage, il n'en sait rien, donc il veut un peu renouer avec ses attaches familiales, donc il va essayer de retrouver son frère et sa sœur, et donc le film tourne autour de cette quête un petit peu, et c'est vraiment un film qui est très touchant, parce que effectivement la femme qui travaille dans ce centre d'hébergement, elle est assez fantastique, elle est à l'écoute, donc on est dans malgré l'univers très dur quand même des gens qui habitent, qui n'ont pas de maison, enfin qui ont tout lâché, il y a quand même comme un conte de Noël malgré tout. Quoi. Ah, c'est un conte de Noël. Et voilà, dans les films sinistres que ma camarade a choisi, c'est le plus gai. Enfin, parce que le sujet est terrible, mais la manière dont c'est interprété, dont c'est mis en scène, oui, ça passe bien, quoi. On a l'impression qu'on peut s'en sortir, en tout cas. Voilà, puis Peter Mullan est quand même exceptionnel, quoi. Alors, moi, pour ceux qui habitent Montreuil, je l'ai emprunté à la médiathèque de Montreuil et je vais aller le rapporter probablement vendredi. Donc, s'il y en a qui veulent l'emprunter après, il sera disponible. Mais faites-le, parce que c'est pas... Voilà, ça laisse une petite ouverture, si vous voulez, sur l'humanité, en tout cas. Il y a des gens dedans qui sont humains, voilà. Le couple, c'est deux SDF assez âgés, masculins, et il y a une très jeune fille qui a 18 ans, 18 ans, oui. Une rousse magnifique qui vit avec eux, et voilà, il y a quelque chose de très doux, de très tendre dans cette... Il y a il y a de la solidarité. Ouais. Et dans le foyer, il y a une scène assez désopilante où il y en a deux qui arrivent en retard complètement pétés dans le foyer en pleine fête de Noël. Et ça dégénère à cause d'eux en bataille rangée, ils se balancent des aliments sur la figure et tout. Et évidemment, ils sont virés aussi secs le lendemain, ils doivent dégager. Mais ils dégagent tranquille, ils sont assez allumés. Il y en a un, il a failli être curé, et puis l'autre, il a l'air plus ou moins... Ouais. Non, mais il y a des scènes comme ça qui sont vraiment marrantes, qui sont marrantes. Ah ouais. Alors l'autre film, c'est toi qui l'as trouvé, Robert. Il s'appelle Alias Maria. C'est un film de José Luis Rugeles. Et alors là, c'est un film qui est vraiment dur. On est en Colombie avec les guerrilleros. Et en fait, on va suivre un peu ces guerrilleros qui échappent à l'armée, qui progressent dans les villages.
Et le chef des Guerreros, en fait, vient d'être papa. Donc il y a lui, il y a la maman. Et il faut emmener ce bébé pour le protéger. Il ne peut pas rester pour l'instant avec ces groupes. Donc il y a 3 personnes qui vont être chargées d'emmener le bébé dans un village pour le mettre un peu, pour le protéger. Et donc c'est porté par cette jeune femme qui a 13 ans, qui s'appelle Maria, qui va aider à emporter le bébé et qui finalement, elle est enceinte aussi. Elle ne l'avoue pas parce qu'en fait, quand les filles sont enceintes, on les fait avorter systématiquement. Donc, sauf le chef. Et donc voilà, ça va être un peu, on va suivre ce parcours, mais c'est le parcours d'une femme qui est très forte, qui va essayer de se battre pour conserver son bébé et continuer sa vie en dehors de tout ça, quoi. 13 ans. Ouais. 13 ans. Et c'est une histoire vraie, je crois. Oui, il me semble. Oui, parce qu'en fait, le film est dédicacé à la fin pour la lutte des femmes et à sa maman. Donc, c'est probablement une histoire vraie. Oui, tout à fait. Non, elle est très, très belle, cette toute jeune fille. Elle est belle. Ce qui la rend belle, en tout cas, c'est sa force. C'est sa force, oui, voilà. C'est parce que vivre dans la jungle et vivre les dangers de la jungle avec l'armée colombienne qu'ils ont aux fesses, c'est pas évident. Oui, puis même à l'intérieur des groupes comme de combattants, c'est loin d'être tout rose. Oui, parce que le mec qui l'a mis enceinte, c'est un espèce de taré qui va se faire exécuter d'ailleurs par le grand chef de la guérilla, puisque le bébé, ils l'ont laissé à 2 petits vieux dans un village. Non, mais ils vont le voir. De toute façon, il faut le voir, le film. Même si je vous le raconte, ça vous empêchera pas d'avoir le blues. Bon, voilà. Voilà. Et alors là, pour mettre un peu de poésie dans tout ça, je suis allée voir hier, donc au Méliès à Montreuil, L'effet aquatique de Solveig Anspach, qui est le 3e film de cette trilogie qu'elle avait commencé en 2007. Le premier film s'appelait Baksund, donc il se passait en Islande avec cette actrice islandaise qui est remarquable. Alors Baksund, je n'ai pas encore eu le temps de le voir, je vais essayer de le voir. Cette Islandaise apparemment a un marché de marijuana et elle est un peu elle est plutôt déglinguée. Après, on les retrouve tous dans Queen of Montreuil. Et là, dans l'effet aquatique, on retrouve cette femme islandaise qui travaille qui est maire de sa commune, qui sont à 2 à se relayer sur le poste de maire. Et surtout, on retrouve cette jeune femme qui est interprétée par Florence Loirecal, qui est maître nageuse et par le jeune monsieur qui était grutier, donc va tomber amoureux d'elle. Il y a toute une histoire, mais c'est pareil, ça reste encore décalé, loufoque, plein de poésie et superbement interprété. Donc à moitié à Montreuil et principalement dans la piscine de Montreuil et après en Islande. Et ouais, vous voyez le visage de Pichekou quand elle parle de ça. Ouais, parce que c'est pareil, ça fait du bien, c'est léger, il y a des beaux sentiments, il y a des beaux rôles, et on a aussi besoin de voir des choses comme ça. On peut pas voir que des alias Maria, c'est pas possible. Non, bien sûr. Donc, par contre, on est tombé sur The Lobster de Yorgos Lanthimos, alors là. Là, c'était l'erreur. Alors là, c'était pas la mienne. En fait, ce qui nous a attiré, c'est l'acteur Colin Farrell. Colin Farrell. Mais alors là, d'abord, on comprend absolument rien à ce qui se passe, mais absolument rien. Et ce qui se passe, c'est atroce. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Et la fin, moi, j'ai même pas voulu la regarder, mais c'est ma camarade Pigéou qui me l'a raconté. Alors, heureusement que j'ai pas voulu continuer parce que. Mais elle a ce don de pouvoir aller jusqu'au bout des trucs les pires. Alors que moi, je m'arrête en chemin. Il y a un moment, je dis non, c'est fini pour moi. Là, j'arrête parce que là, franchement. Non, ça partait sur une idée qui était intéressante, où on va caricaturer un peu ce bonheur obligatoire qui passe par le couple et la famille. Donc effectivement, quand on se retrouve seul, on n'a pas le droit d'être seul. Donc on doit passer dans un espèce d'hôtel où on a 45 jours pour se trouver un conjoint. Donc l'idée de départ était pas mal, sauf que le film est incompréhensible. Et à côté de cet hôtel, donc il y a des rebelles qui vivent, et eux, au contraire, donc vivent seuls, n'ont pas le droit de tomber amoureux. C'est l'inverse. Et on s'aperçoit que d'un côté ou de l'autre, finalement, il n'y a rien qui fonctionne. Mais le film est quand même insupportable, quoi. C'est très mal tourné. Je sais pas. On n'arrive pas à rentrer. C'est très conceptuel et ça fonctionne pas. Enfin, pour nous, ça fonctionne pas. Il y a une chose qui m'a fait marrer, c'est que Colin Farrell, parce qu'on demande aux gens s'ils réussissent pas, ils sont transformés en animaux. Alors on leur demande qu'est-ce que vous voulez être comme animal.
Et Colin Farrell, moi je suis un homard. Ouais, d'où le titre The Lobster. Ouais, parce que il n'y a jamais personne qui a demandé à être un homard, mais lui, il justifie en disant, oui, le homard, il vit 100 ans. Donc, voilà, je tranquille, un homard, sous mon rocher, là, je vais être peinard et tout. Ouais, voilà, c'est le seul truc qui m'a fait marrer, mais alors tout le reste, je veux dire. Non, à déconseiller, enfin vraiment. À déconseiller, n'allez pas voir, je pense pas que ça ait un film, je pense pas que ce film ait un succès considérable. Peut-être dans les Utopias, ce que me réfute Dominique Piquet. Bon, voilà, donc maintenant à Galopard, on termine la partie la de partie l'émission. intelligente Voilà. de l'émission. Et après, on te laisse parler pour la partie militante. Donc à Galopard, Paco Ibáñez. Las tierras de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa caballo cuadralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuadralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuadralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. C'était Paco Ibáñez à Galopard.